Bonsoir, merci à tous d'être venus. Merci à la municipalité de Vendeuvre d'être toujours à notre service en nous laissant une belle salle. Monsieur le maire s'excuse, mais il est retenu par d'autres obligations. Merci au docteur Chaban, qui était déjà avec nous hier à Metz. Et vous allez voir, vous allez être guéri en sortant. Si on n'est pas malade. Si on n'est pas malade. Ah, bah c'est ce matin, ce soir. Donc cette conférence, avant le début de cette conférence, je voulais quand même attirer votre attention sur un rapport de la Commission des affaires sociales et du territoire de la santé mentale de septembre 2019, donc le mois dernier, dont le docteur Ramouche, qui fait partie de notre comité scientifique et qui est député en Moselle, est président, et donc qui nous dit que cette infection arrive en tête des causes de morbidité et d'incapacité dans le monde. Elle est en augmentation de 18% entre 2005 et 2015, donc ce qui est énorme. C'est le plus gros poste de l'assurance maladie devant le cancer et devant les maladies cardiovasculaires. Et l'espérance de vie des malades est inférieure de 15% à l'ensemble de la population. Donc voilà, c'est quand même des chiffres un peu qui tirent la sonnette d'alarme. Mais la dépression, il faut aussi essayer de la déstigmatiser en favorisant le lien social, le lien familial, le lien professionnel. Et pour y aboutir, il est indispensable de s'appuyer sur l'expertise d'usage des associations représentant et aidant les malades ainsi que leur entourage. Donc, c'est l'objectif de l'association France Dépression Lorraine, qui développe beaucoup d'énergie pour porter un projet qui puisse répondre au plus près de la personne souffrant ou ayant souffert de maladies dépressives. Une écoute, un sourire, une force viennent aussi ponctuer un soutien et une écoute des malades dépressifs et bipolaires. L'image du malade reste encore déplorable. Et il a à souffrir en plus des silences, des préjugés profondément enracinés dans l'imaginaire collectif. L'information participe à l'amélioration de la qualité de sa vie. La compréhension des troubles permet en partie de mieux les vivre. C'est pourquoi nous devons toujours informer sans cesse. Malheureusement, nous nous heurtons toujours à cette image, la dépression, ça fait peur. Alors, on n'en parle pas. Donc c'est très très difficile pour nous de faire passer des messages dans les médias, on galère. Et surtout que là, on est en période Octobre Rose. Alors, Octobre Rose, on en parle, le Téléthon, on en parle, mais la dépression, la maladie mentale, on n'en parle pas. Donc, France Dépression organise pour vous aider une écoute téléphonique, des groupes de parole, des ateliers bien-être, des conférences, des activités conviviales. Nous éditons aussi un bulletin 5 fois par an. Si vous voulez le recevoir, vous pouvez vous inscrire sur la feuille qui est à la sortie. Et nous vous proposons aussi une pièce de théâtre que certains ont déjà vue au mois de mars et qui sera rejouée le mardi 12 novembre à 18h30 au conseil départemental à Nancy.
Vous verrez, c'est une pièce de théâtre qui décrit les rouages de la maladie, son installation insidieuse, la tendance au déni, le repli sur soi, qui est parfois abordé avec un peu de sourire quand même, qui rendent le thème plus léger et plus abordable. Et chaque pièce de théâtre est suivie d'un débat animé par un psychiatre. Alors, merci encore à tous pour votre présence. Je vais laisser la parole à Monsieur Chavannes. Et puis, comme les conférences sont gratuites, à la sortie, il y a un chapeau pour les personnes qui désireraient faire un petit don pour le bon fonctionnement de l'association. Merci à tous et bonne soirée. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux. Je vais finir par être impressionné, malgré mon gabarit. Alors, je n'ai pas le gabarit d'un psychiatre, hein. Je suis un ancien joueur de rugby international, donc c'est pour ça que vous voyez la masse de viande qui est ici devant vous. Mais néanmoins, je suis psychiatre. Je suis psychiatre à la retraite, psychiatre hospitalier, enseignant à l'Université de Grenoble. Et je dois remercier France Dépression Lorraine de m'avoir invité à venir vous parler du problème de la dépression. Et vous verrez que sur le la dépression, j'amènerai un certain nombre de nuances. Par contre, autant je vous remercie de m'avoir invité, autant je ne vous remercie pas de m'avoir collé le challenge, je vais guérir tout le monde. Parce que j'ai 72 ans, ce serait la première fois de ma carrière que je guéris tout le monde. J'ai beaucoup plus passé de temps à essayer de guérir un maximum. Voilà. Ceci dit, il faudra encore définir ce qu'est la guérison. Alors, le titre qui a été donné à cette soirée, c'est « La dépression, comment s'en sortir ?» Je vais faire deux remarques là-dessus. La dépression, si vous voulez, c'est un syndrome. Pour un psychiatre, la dépression, c'est pas une définition suffisante. C'est l'ensemble de 9 critères symptomatiques qui nous permettent de classifier les choses. Pour un psychiatre d'exercice, soit privé, soit public, il faut parler des dépressions, les dépressions. Parce qu'il y a, et vous allez le voir, puisque c'est par là que je commencerai mon intervention, il y a de nombreuses formes de dépression, et en tout cas de nombreuses expressions de la dépression, qui n'amènent pas toutes à la même décision thérapeutique. Et ça, c'est assez fondamental, parce que nous sommes dans une médecine qui, dramatiquement, et je peux me le permettre maintenant, mon grand âge me permet de le dire, dramatiquement, on voudrait nous amener à des équations. Il y a une dépression, donc il y a des antidépresseurs. Il y a une infection, donc il y a des antibiotiques. Voire même, il y a une infection sans microbes, c'est-à-dire avec des virus, il y a quand même des antibiotiques. Ces équations, pour fausses qu'elles soient, génèrent un certain nombre de problèmes qui, par la suite, sont extrêmement difficiles à rattraper. Et je vous présenterai un certain nombre d'éléments qui font que dépression égale antidépresseur, ça n'est pas une équation. C'est une possibilité. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis le deuxième point du titre qui a été donné à cette conférence, c'est les moyens de s'en sortir. Ce qui n'est pas la même chose que les moyens d'en sortir. Les moyens d'en sortir, ça voudrait faire appel systématiquement à la notion de guérison. La médecine guérit peu de choses. La médecine guérit peu de choses. La médecine n'est pas une science exacte. La médecine est une science humaine qui essaie de s'inspirer au mieux de certaines sciences exactes, comme les mathématiques ou la physique, pour mettre en place un certain nombre de données qui, elles, peuvent apparaître comme justes, comme vraies. Cependant, antidépresseurs, ça voudrait dire que toutes les dépressions sont guéries par les antidépresseurs.
Le meilleur des antidépresseurs, si tant est qu'il y en ait un meilleur que les autres, n'est efficace que dans 60 à 65% des cas. On a donc beaucoup plus une dynamique scientifique de la statistique et de la relation humaine qu'une dynamique scientifique de la science pure et dure. Il faut le savoir. Donc, en sortir et vous présenter ce soir une soirée dans laquelle je vais vous dire comment en sortir serait de ma part mégalomaniaque. Je vais, par contre, vous dire que s'en sortir, c'est parfois se sortir du ghetto de la dépression tout en restant parfois dépressif. Or, la société nous enferme et enferme toutes les maladies mentales dans des ghettos. Et ça dure depuis des siècles. Et on a beau se débattre dans tous les sens, tout le monde nous entend et nous dit oui, il faut sortir des ghettos, il n'y a plus de ghettos. Mon œil. On voit un peu toutes les difficultés que trimballent nos patients qui effectivement présentent des troubles mentaux. Pour autant, nous sommes intégrés à la médecine. Moi, avant d'être psychiatre, j'ai d'abord été médecin, puis je suis devenu psychiatre. Et mes copains qui étaient avec moi à l'internat, qui sont devenus cardiologues, c'est pas du tout la même chose. On se retrouve dans des contextes totalement différents. Et je me permettrai donc, dans le courant de mon exposé, de vous rappeler que ce que je soigne, moi, ce n'est pas la dépression. C'est un sujet qui est dépressif. Et cette nuance me paraît extrêmement fondamentale. Ce que j'ai en face de moi est un être humain qui présente un certain nombre de troubles sur lesquels je vais tenter de l'aider à pouvoir se sortir du ghetto dans lequel ce trouble le conduit. Et vous allez voir, au travers de l'énumération que je vais vous faire, que les situations sont parfois extrêmement différentes. Alors, je vais vous parler ce soir d'un certain nombre de choses que l'on sait. Et c'est vrai que quand j'étais interne et aujourd'hui, je vois la différence des savoirs. Nous avons appris plein de choses. Toutes ne sont pas encore mises en place pour une efficacité qui serait une efficacité bien meilleure. Mais il n'empêche qu'on a fait d'énormes progrès et qu'on n'a plus, ou pratiquement plus, ces états mélancoliques qu'on avait dans le temps où les gens traînaient jusqu'à finir par dépérir. Il y a un exemple dans les siècles précédents qui est le fameux musicien Maurice Schumann qui est mort à l'âge de 46 ans et qui est mort dans un état dépressif grave puisqu'il était bipolaire, que sa bipolarité lui a permis le génie, surtout dans les états où il était hypomaniaque, où il était capable, et si il y a parmi vous des mélomanes ou simplement des gens qui aiment la musique, d'écouter un certain nombre des extraits de ce qu'il a pu produire, vous sentez bien qu'il y a un moment où, y compris la musique, vous entraîne du côté de l'exaltation, ce qui était probablement son état de base. Et puis si vous retournez sa biographie, vous voyez que les périodes dans lesquelles il était complètement déprimé, il n'y avait aucune production. Mais absolument aucune. Il en était totalement incapable. Y compris avec le génie qu'il pouvait avoir dans la tête, il était barré par cette problématique dépressive qui faisait qu'il n'avait plus de production. Et dès qu'il sortait de ces états dépressifs, parce qu'à l'époque on n'avait pas d'antidépresseurs ni rien, hein, il fallait attendre que ça sorte spontanément. Alors si ça sortait, ça sortait pas, ben, ça traînait quoi. Et on a vu dans les campagnes, par exemple, certaines personnes dépressives qui étaient gardées par la famille comme ça, mais qui étaient assises pendant 20 ans sur une chaise, et on attendait, ma foi, que le temps passe. Et quand il sortait de ces états dépressifs, ses premières productions tout de suite après, quand il avait la capacité de le mettre en œuvre, montraient bien l'état d'esprit dans lequel il était au moment de l'état dépressif. Mais pendant l'état dépressif, en tout cas, il n'arrivait pas à pouvoir s'exprimer. Donc, depuis, on a progressé. C'est-à-dire que Maurice Schumann, aujourd'hui, il ne meurt pas à 46 ans. Il ne meurt pas à 46 ans. Parce que nous avons les moyens de faire en sorte qu'il vive plus longtemps. Il n'empêche, et votre présidente l'a dit tout à l'heure, que la durée de vie moyenne de gens qui sont atteints de troubles psychiatriques
est inférieure à la durée moyenne de vie de toute la population. C'est, en ce qui concerne en tout cas la dynamique dépressive, c'est surtout lié au suicide. C'est surtout lié au suicide. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'espoir de vivre aussi longtemps que la population générale quand on a des troubles de l'humeur, à la condition qu'on soit soigné et que le suicide ne vienne pas interférer dans la dynamique de l'existence. Par contre, dans les maladies plus graves comme la schizophrénie ou comme les toxicomanies, là, on le sait. On a un processus qui s'appelle l'apoptose, qui est de la mort neuronale à chaque fois que les excès se mettent en place, qui conduisent les gens à vieillir beaucoup plus vite. Et grosso modo, ils perdent, par rapport à la moyenne, 15 à 20 ans d'existence. À 50 ans, ils en ont 70. À 60 ans, ils en ont 80 ou 85. Donc, un âge auquel très souvent ils disparaissent. C'est moins classique dans les troubles de l'humeur, sauf dans les graves troubles bipolaires, où le risque des excès maniaques extrêmement graves, qui ne seraient pas soignés ou qui ne seraient pas traités ou qui ne seraient pas amortis par les traitements qui sont les stabilisateurs de l'humeur, pourrait entraîner effectivement le même processus d'apoptose que l'on retrouve dans la schizophrénie. Alors je vais vous parler de ce qu'on sait, et puis je vais vous parler aussi de ce que je sais. Alors ce que je sais fait partie de ce qu'on sait, mais ça fait aussi partie de ce que l'expérience m'a appris, qui n'est pas forcément complètement indexé à la science, mais qui en tout cas est indexé à ce que j'ai pu tirer moi de l'échange avec les patients et qui m'est resté comme des valeurs fondamentales de l'aide qu'on peut apporter à ces sujets. En particulier, on va parler par exemple de la présence des groupes associatifs. C'est pas la science qui nous amène ça, c'est l'expérience. On a un jeune aujourd'hui qui sort de l'internat, et vous lui demandez de vous parler des groupes associatifs, il est incapable de vous sortir quoi que ce soit. Par contre, vous lui demandez les 9 critères du DSM-5 sur l'état dépressif, il vous les récite par cœur. Donc vous voyez que l'expérience vous apporte un certain nombre de choses, et on a encore dans ce métier un respect suffisant pour les anciens. Les jeunes nous questionnent et nous interrogent là-dessus. Donc, ce que l'on sait et ce que je sais. Par contre, il est fort probable qu'entre ce qu'on sait et ce que je sais, on soit très 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 loin de ce que l'on devrait savoir sur ces processus. Parce que le cerveau, hélas, est probablement le mystère le plus difficile à percer de l'ensemble de l'être humain. C'est facile d'aller enlever des polypes dans un estomac. Ce n'était pas le cas au siècle dernier, mais là actuellement, avec un petit fibroscope, on va vous enlever ça, quoi. Ça, c'est assez simple. C'est pas pareil. Hein. Rentrer avec une caméra dans le cerveau des sujets, c'est pas si simple. Donc, on n'a que des signes indirects. Donc, là, on a un certain nombre de difficultés. Les neurologues sont un peu mieux placés que nous. Parce que eux, c'est un cerveau qui dysfonctionne parce qu'il y a des anomalies anatomiques. Il y a un hématome, il y a une tumeur, etc. etc. Nous, les anomalies, s'il y en a, on ne les connaît pas bien. Elles ne sont pas très perceptibles. En tout cas, avec le matériel qu'on a, on ne les voit pas. Il est fort probable que l'amygdale ou que l'hippocampe, il y ait des choses qui fonctionnent mal là-dedans et qu'il y ait des anomalies qu'on puisse mettre en évidence. En tout cas, pas avec le matos qu'on a aujourd'hui. Et pour autant, le matos qu'on a aujourd'hui est quand même très élaboré par rapport au matos qu'on avait par le passé. Donc on est encore dans des dynamiques de recherche qui probablement dans les années qui viennent, et en particulier sur la génétique, sur la transmission génétique de telles maladies ou de tels troubles, vont amener un certain nombre de modifications. Et je prie Dieu de me laisser vivre suffisamment longtemps pour pouvoir voir arriver des choses un peu révolutionnaires, ce qui me ferait le plus grand plaisir avant de quitter cette terre. Alors, comment s'en sortir? D'abord, il faut se poser la question de comment on y rentre. Hein. Comment on y rentre? La genèse même des maladies, c'est très difficile. Et c'est pour ça que quand vous rencontrez deux psychiatres, vous avez déjà 3 avis différents. Tout simplement parce que la genèse est surtout basée sur des hypothèses, pour l'instant, plus que sur des certitudes. Mais c'est un peu le même problème dans d'autres spécialités médicales. Si vous demandez à
à des cardiologues de vous expliquer pourquoi il y a des hypertensions artérielles. Ah, ils ont tout un tas de trucs. Hein. Il y a l'hérédité, il y a le fait qu'il a fumé, il y a le fait qu'il a ci, il y a le fait qu'il a là. C'est-à-dire que grosso modo, il y a 10, 12 causes qui sont identifiables. Mais oui, mais pour celui-là, ah ben celui-ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On n'a pas de linéarité dans la genèse des pathologies, sauf dans les maladies infectieuses. C'est le seul endroit. Et puis, dans la traumatologie, où quand tu t'es cassé un membre, donc on peut être le parrain. Alors, ce n'est pas la porte d'entrée de la genèse des maladies dont je vais vous parler, c'est la porte d'entrée diagnostique. La porte d'entrée diagnostique est, à mon avis, un truc sur lequel on a intérêt à progresser fondamentalement dans les années qui viennent. Je ne supporterai pas, et quand j'étais encore enseignant à l'université, fonction que j'ai quittée depuis maintenant 2 ou 3 ans, puisque je ne fais plus que quelques cours, et en plus je fais quelques cours, et pas en psychiatrie, je les fais en cancérologie, donc vous voyez qu'on s'est écarté. Je ne supportais pas le fait qu'on puisse dire à un patient, simplement, ou à une famille, il fait une dépression. Parce qu'il y a plein de modèles de dépression. Et je vais essayer, avec vous, déjà, de décrypter un certain nombre de choses. Il y a probablement dans la salle des gens qui sont traités pour la problématique de troubles de l'humeur. Puis il y a des gens qui ne sont pas traités pour ça. Et pour autant, y compris ceux qui ne sont pas traités, connaîtront la dépression à un moment ou à un autre, d'une manière comme d'une autre. Je vais leur donner un exemple. Le deuil. Personne ici ne sera exclu à un moment ou à un autre de la dynamique du deuil. Le deuil est une dépression. C'est le modèle même de la dépression, puisqu'il présente toute la symptomatologie que l'on peut identifier dans la dépression. Il est normal donc de déprimer si l'on a un deuil. Il existe donc une dépression normale, qui n'est pas une dépression maladive. Et cette dépression normale, hélas, dans nos sociétés, est pratiquement devenue une dépression maladive. À partir du moment où il y a un deuil, on va se précipiter chez le médecin, on sort avec un antidépresseur. Alors que pour autant, l'antidépresseur ne change rien à la dynamique du deuil, hein, puisque le deuil est toujours là. Simplement, vous suivrez le corbillard avec un médicament de plus dans le ventre, qui, à mon sens, et en tout cas, c'est ce que j'ai sans cesse professé, est d'une inutilité totale. Le deuil est une dynamique qu'on accompagne, et non pas une dynamique que l'on essaye d'amputer. C'est un processus qui, probablement, est un processus nécessaire pour notre équilibre psychique, car je vois mal que nous puissions réagir à une situation de deuil en sortant en boîte de nuit et en allant se couler la gueule. Il y a un moment où nous sommes obligés de rentrer dans ce processus, puisqu'il y a une rupture dans la dynamique existentielle qui était faite avec la personne qui était présente, et qui d'un seul coup n'est plus là. Donc il y a une rupture très nette de la dynamique existentielle qui va se traduire par le fait que comment c'est possible. Et ce que j'essayais d'enseigner aux étudiants, et y compris à mes confrères généralistes, déjà en leur disant surtout pas d'antidépresseurs dans le deuil. Alors, ils tombaient un peu des nues. Ils disaient, mais si c'est une dépression, il faut donc un antidépresseur. Vous voyez comment on passe très rapidement à une espèce d'équation mathématique qui, en fait, n'a pas lieu d'être, puisque là, on est dans une dynamique humaine et pas dans une dynamique mathématique. Je leur demandais d'essayer d'identifier un petit peu les choses et d'adapter le soutien qu'on pouvait amener aux patients ou aux sujets qui étaient là, qui étaient des patients mais pas des malades. Comment on pouvait tenter de les aider? Eh bien, il fallait déjà savoir qu'il y a plusieurs phases à l'intérieur d'une dynamique de deuil. La religion l'a compris depuis longtemps. Hein. La religion l'a compris depuis longtemps, avec les messes de neuvaine, avec tous les trucs qui sont
les possibilités de sortir du deuil, etc., tous les rites qui étaient mis autour de tout ça, quelles que soient les religions d'ailleurs. Pourquoi la médecine ne s'arrête pas suffisamment là-dessus? La première phase que je leur disais de respecter au plus haut point, c'est la phase de sidération. C'est d'un seul coup, la situation change complètement. Nous étions là, et tu n'es plus là. Donc, nous sommes là dans une situation totalement différente. Et cette phase de sidération, c'est le coup de poing que vous prenez, ou le coup de poignard que vous prenez, avec toutes les réactions possibles de « mais c'est pas possible ». Et je donne toujours cet exemple de cette brave dame qui perd son mari d'un accident de la route et qui me dit « j'ai quand même laissé le pyjama dans l'entrée au cas où ils reviennent ». Elle ne peut pas. Dans ce moment-là, si je lui dis « mais vous êtes ridicule, il ne va revenir jamais », je suis en train de l'insulter, cette brave dame. Non, non, je vous comprends, madame. Je vous comprends. Il faut que vous passiez au travers de cette phase, parce que c'est une situation extrêmement compliquée, et effectivement, que vous ne puissiez pas l'admettre est un processus naturel. Que vous soyez obligé de rejeter cette situation-là, c'est quelque chose d'important pour vous. Ça va durer quelques jours, ça, madame. Et puis dans quelques jours, vous allez vous dire, il faut que je me rende à l'évidence. Parce qu'effectivement, le pyjama, il n'aura pas été utilisé. Et non seulement ça, entre-temps, on l'aura mis en terre pour une crémation. Et ça, vous y aurez assisté. Et comme vous y aurez assisté, ça va vous ramener à la réalité. Mais ce n'est pas moi, aujourd'hui, qui vais vous dire que c'est ridicule d'avoir laissé le pyjama dans l'entrée. Parce que ça, au minimum, je dois le respecter. C'est donc la phase de sidération. Et la phase de sidération est très mal supportée par les médecins. Elle est très mal supportée également par l'entourage. Mais enfin, comment c'est possible? Il y a eu un accident, il est mort, comment c'est possible qu'elle garde le pyjama? À la limite, pratiquement, c'est ridicule. Ben non, ça l'est pas. C'est pas ridicule parce que c'est naturel. Alors, il y a le pyjama, mais il y a d'autres possibilités. Et la sidération, ça peut aller de 3 heures à 10 jours. De 3 heures à 10 jours. Donc, quel est le rôle médical qu'on peut avoir là? Si l'équation est de donner des antidépresseurs, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Il faut quand même que je vous rassure d'une chose, je suis psychopharmacologue de profession. C'est-à-dire que je suis un spécialiste des médicaments. Et là, je suis en train de dire, là, en tout cas, ça ne me paraît pas d'une nécessité première, voire même une contre-indication. La deuxième phase va être la vraie phase dépressive, où le sujet va se rendre compte des choses et il va être accablé par la situation. Et c'est là qu'on voit que c'est un modèle de la dépression. C'est pas possible. Je ne pourrais pas m'en sortir sans lui. Mais comment on va faire? J'aurais autant aimé partir avec lui. Oui, les mêmes idées récurrentes de mort ou de désir de mort. Et cette phase-là, qui va durer à peu près 6 mois, est une phase dans laquelle il faut accompagner le sujet et il ne faut surtout pas couper cette phase. Et si vous balancez des antidépresseurs et que le sujet coupe cette phase, on retrouve 10 ans après des gens qui ne sont jamais sortis du deuil. C'est ce qu'on appellera les deuils pathologiques par iatrogénie. Donc, on va l'accompagner, on va le voir régulièrement, éventuellement un psychologue, on va le confier à un groupe de parole. Il y a pas mal de groupes de parole d'endeuillés maintenant, dans lesquels ils se soutiennent. Et ils sont beaucoup plus efficaces que l'antidépresseur que je pourrais donner. Pourquoi? Parce que déjà, ils acceptent l'idée. Le simple fait que je mette un antidépresseur, ça veut dire que je n'accepte pas l'idée qu'il reste comme ça. C'est-à-dire que je mets déjà un écart entre ce qu'il vit et ce que moi je vais faire. Or, la médecine est une médecine à gâchette. À partir du moment où il y a un truc qui pouf, on tire sur la gâchette. On se calme, on se calme. On a le temps de voir. Et puis si vraiment les choses vont mal, on a d'autres solutions. Ah, il dort mal. Eh ben, bon, à la limite, on va pouvoir lui donner un petit truc pour qu'il dorme et qu'il soit un peu plus tranquille pour qu'il dorme.
Mais en tout cas, on ne va pas aller dans une dynamique de rompre cette dépression. Et puis cette dépression, au bout de 6 mois, elle va se transformer petit à petit. C'est-à-dire qu'elle va être une dépression avec ce qu'on appelle la nécessité de reconstruction. C'est triste, il est parti, on aimerait bien qu'il soit là. Mais, ne serait-ce que pour les enfants, il faut que je réagisse. C'est-à-dire que le sujet se réinvestit de la nécessité de vie. C'est bien là qu'on voit que ce n'est pas une dépression pathologique. Parce que dans la dépression pathologique, le sujet ne peut pas se réinvestir. Il n'en a pas les moyens. Il est cloué au fond de la dépression. Là, on voit qu'il va se réinvestir et qu'il va redémarrer. Et là, il faut l'aider effectivement à redémarrer. Avec une période extrêmement particulière, qui est le premier anniversaire, dans lequel on se retrouve pendant une semaine dans la situation, qui est la situation de l'état dépressif classique, mais qui passe, et puis le sujet réinvestit la vie. Vous voyez que finalement, déjà là, on a un modèle de dépression qui n'aurait pratiquement strictement rien à voir avec la médecine pure et dure. Elle aurait plus à voir avec le corps social, elle aurait plus à voir avec l'accompagnement familial, elle aurait plus à voir avec la relation humaine générale. On a un problème, c'est que si cette brave dame, elle est employée ne serait-ce que dans une entreprise, on va lui permettre d'être absente 3 jours pour l'enterrement de son mari. Puis après, au-delà, il faudrait qu'elle reprenne le travail. Et le médecin, il est gentil, il ne peut pas reprendre le travail. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait un arrêt maladie. Eh bien voilà, elle est malade. Elle est malade. Officiellement, elle est malade. Donc on a un problème au niveau de l'organisation sociale par rapport à ça, qui effectivement, vu l'accélération des processus et autres, on en reparlera sous une autre forme de dépression tout à l'heure, eh bien voilà quelqu'un qui va devenir malade, alors qu'en fait elle est dans un processus naturel. J'espère que ça vous parle un peu, ça, parce qu'effectivement, c'est un des problèmes fondamentaux auxquels nous avons à faire face. Ça, c'est donc le premier aspect que je voulais vous montrer de la dépression, et comment s'en sortir. On va s'en sortir par la norme de l'évolution du processus. Alors vous allez me dire, mais il y a des deuils pathologiques. Ah oui, eh oui. Et quand il y a des deuils pathologiques, ce n'est pas lié au deuil. C'est lié à la structure de la personne. C'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire correctement un deuil. Parce qu'elles sont trop fragiles. Parce qu'elles ont des processus de fonctionnement de la personnalité qui ne leur permettent pas de passer par ces phases naturelles. Là, on sera dans autre chose. Mais on n'est pas dans le traitement du deuil lui-même, on est dans le traitement de la structure de la personne qui, effectivement, ne peut pas sortir de ce deuil. Moi, j'ai eu une patiente